L'homme qui apparaît sur l'écran de ma consultation en visio ce jour-là a l'air très fatigué. Et en même temps, je dirais qu'il émane de lui une certaine sagesse, celle de ceux qui ont déjà beaucoup vécu. Jonathan a 25 ans, il est mécanicien et il en sait plus sur la vie que bien des gens. Et pour cause, il peut littéralement lire et connaître les pensées, la vie, le passé, le présent, le futur des gens qu'il croise au garage où il travaille, dans la rue ou dans les magasins. Le problème, c'est que ce phénomène se produit contre sa volonté et qu'il est dans l'incapacité de stopper le flux d'informations qui lui parvient. Il n'en peut plus, ça l'épuise, parce que lui, en fait, il a aucune envie de tout savoir sur tout le monde. C'est absolument invivable et il veut à tout prix sortir de cette situation infernale et il n'imagine pas une seconde que c'est sa fréquence vibratoire totalement hors norme qui fait de lui un super médium. Il imagine encore moins que c'est une mémoire karmique qui cause ce refus de sa médiumnité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e numéro des Rendez-vous d'Ailleurs sur Terre. Merci encore d'être là une nouvelle fois en ma compagnie. Merci pour vos messages aussi via mon site internet. Et merci à ceux qui ont déjà pris rendez-vous sur crénolib.fr et qui me témoignent leur confiance de cette façon. À tous, sachez que je suis très reconnaissante et pour vous remercier, je vous emmène aujourd'hui décortiquer l'histoire de Jonathan qui en a plus qu'assez de sa médiumnité. C'est parti pour le numéro 5. Jonathan semble épuisé. Vous vous imaginez vivre dans un véritable logiciel de traitement de l'information qui ne s'arrête presque jamais. En fait, ces phénomènes qu'il ne comprend pas lui font peur. Quand il était petit, il voyait des êtres que ses parents ne voyaient pas et qu'il terrorisait la nuit. D'aussi loin qu'il puisse remonter dans son enfance, il a toujours su quand quelqu'un était heureux ou malheureux, s'il était sincère ou s'il mentait, ce qu'il pensait tout simplement. Quand il était petit, ça lui paraissait normal. Il ne se rendait pas compte que tout le monde n'était pas comme lui. Il me raconte qu'un jour, il avait demandé à sa maîtresse, en présence d'autres instits, pourquoi son mari n'était pas gentil avec elle. Et il se rappelait encore le regard complètement décontenancé de la maîtresse. Il relate qu'une autre fois, il avait totalement stupéfait la maman d'un autre enfant avec qui il jouait en lui disant qu'elle avait trop de chance d'aller au resto le soir. Or, son mari venait tout juste de lui envoyer un SMS pour lui dire qu'il s'était organisé pour l'emmener dîner le soir. La maman de son petit copain en avait parlé à la sienne et il se souvient que sa maman avait confirmé que souvent Jonathan savait des choses sans qu'on sache vraiment pourquoi ni comment il les savait. Pire, depuis toujours il pressentait les morts. Il ressent le départ de son grand-père paternel, puis le décès totalement imprévisible d'un camarade de classe. Tout cela est très perturbant, même si les mystères de la vie le fascinent, il en avait surtout terriblement peur. C'est dur d'être médium quand on est petit. À l'école, c'était pas facile non plus. Son esprit s'échappait sans cesse ailleurs. Il ne savait pas trop où d'ailleurs, mais suffisamment pour que ça l'empêche de suivre les cours, de comprendre un énoncé, de faire un exercice même simple. L'obligation de tenir en place une journée lui demandait des efforts tels qu'il rentrait épuisé à la maison et encore moins capable de se concentrer que pendant la journée. Il n'était pourtant pas agité à l'école. Je comprends que c'est un enfant plutôt contemplatif, assez réservé, maladroit avec ses camarades de classe dont il a souvent été le bouc émissaire car trop timide, trop différent. C'est à l'adolescence, dans les années de collège, qu'il réalise vraiment que sa capacité à cerner les gens, à les connaître sans le vouloir, n'est pas une chose normale. Et ce qu'il découvre de l'âme humaine, sur ce qui loge dans l'esprit des gens, l'oblige à se renfermer encore plus sur son monde intérieur. C'est là qu'il connaît les bulletins scolaires dévalorisants, les fameux niveaux très faibles, il faut vous concentrer davantage. Personne ne s'était jamais demandé pourquoi il avait ces difficultés. Il était juste un mauvais élève, un peu introverti, noyé dans les apprentissages. C'est aussi dans cette époque tourmentée qu'il démasque la double vie de son père, les mensonges, la manipulation, la dissimulation. Il cherche les preuves de ses intuitions qu'il n'a aucun mal à trouver et il explose. La famille explose avec et il ne revoit plus jamais son père. À partir de ce moment-là, Jonathan perd totalement pied. Il est en rébellion contre tout et tout part à la dérive dans les mauvaises fréquentations, l'alcool, la drogue, les excès en tout genre.
Heureusement, Jonathan a une passion depuis toujours, un domaine d'excellence autre que sa capacité à lire dans le subtil. Et ce domaine d'excellence, c'est la mécanique. Et là, plus aucun problème de concentration. C'est un peu comme si la mécanique était un don inné chez lui. Il comprend très vite et très jeune le fonctionnement des vélos, des voitures, des ustensiles ménagers en tout genre. Et sa mère réussit à l'orienter de force vers un CAP mécanique automobile. C'est ce qui va le sauver. Jonathan entre comme apprenti dans un petit garage dirigé par un patron qui possède un bon sens inné et qui sait être à la fois ferme et bienveillant. Jonathan va tout de suite percevoir la vraie bonté de cet homme et ça le remet immédiatement sur les rails. C'est un véritable miracle que plus personne n'attendait. Il me dit que dès qu'il a le nez dans un moteur, à l'écart des humains, il se sent bien. En fait, il se crée sa zone de confort, mais dès qu'il en sort, ça redevient compliqué. Le contact des autres le fatigue, il a l'impression qu'on le vide de son énergie. C'est en fait un peu ce qu'on appelle une phobie sociale. Il me dit qu'il a l'impression d'être le spectateur d'une pièce de théâtre sans fin où les acteurs ne s'aperçoivent pas qu'il joue et dont il connaît tous les secrets. Ce qui est rare chez un tout jeune homme, il me dit ne s'être jamais vanté de ses capacités, ne jamais avoir essayé d'en user pour amuser la galerie ou pour se rendre intéressant. Il voit surtout ça comme un handicap de plus. Il culpabilise d'ailleurs de cette aptitude intrusive à voir en l'autre comme s'il commettait quelque chose d'interdit. Qu'est-ce qui se passe en lui? Pourquoi est-il comme ça? Est-ce qu'il pourrait changer et avoir les mêmes perceptions que n'importe qui? Est-ce qu'il peut stopper ce processus? Telles sont les questions qu'il vient poser dans ce rendez-vous. Pour moi, il y a deux choses à apporter à Jonathan. D'abord, lui expliquer les causes énergétiques de cette médiumnité, mais aussi de ses troubles de concentration et de sa phobie sociale. Et ensuite, dans un deuxième temps, d'aller rechercher plus loin le ou les traumatismes qui lui font rejeter ce don médiumnique et même en avoir peur. Pour ce qui est des causes énergétiques de la médiumnité, pas besoin d'aller sonder les arcanes de mon intuition ni de demander à mon pendule pour comprendre que Jonathan possède une fréquence vibratoire tout à fait hors norme. Mais d'abord, qu'est-ce que la fréquence vibratoire? Vous êtes des êtres d'énergie et par conséquent des émetteurs-récepteurs d'énergie qui vibrent à leur fréquence spécifique. En fait, vous fonctionnez comme des antennes. Et on pourrait dire que certains d'entre vous sont des antennes comme on peut en voir sur les toits des voitures ou des maisons. D'autres s'apparenteraient plus à des antennes relais, plus performantes. Et certains, plus rares, sont de véritables tours Eiffel et donc des antennes ultra performantes. Autant vous dire que Jonathan était, et est toujours d'ailleurs, une méga tour Eiffel. Votre fréquence vibratoire est donc ce qui vous informe sur votre potentiel de connexion au champ énergétique et informationnel de l'univers, qui est comme une grande bibliothèque où chacun, selon la puissance de cette fréquence et ses caractéristiques propres, aura accès à un rayon plutôt qu'un autre. Pour certains, ce sera la musique, pour d'autres, les mathématiques, la santé, les langues, la cuisine et tout ce que vous voulez imaginer. Moi, dans cette grande bibliothèque, en fait, j'ai accès au rayon bien-être et santé, par exemple. Et Jonathan, lui, il est dans le rayon mécanique et ésotérisme, et il en a assez. Parce que la plupart des gens vont avoir des connexions, des talents, des facilités dans des domaines que le mental est capable d'analyser, qui répondent à des lois que l'on peut expliquer et comprendre de façon rationnelle, dirons-nous. Le médium est celui qui lit directement sur les plans subtils, que le mental n'a pas encore pu expliquer, dont on n'a pas encore décrypté les lois. Médium est d'ailleurs un mot dérivé de l'adjectif médius, qui signifie moyen. Par extension, ce mot désigne quelque chose qui est positionné au milieu, dans l'entre-deux, qui joue un rôle d'intermédiaire. Le médium est donc celui dont la fréquence vibratoire est si élevée qu'elle lui permet de capter et de traduire un nombre considérable d'informations du champ d'information de l'univers. Il est l'intermédiaire entre l'invisible et le visible, le subtil et le tangible, enfin, il le retranscrit. Il est l'interprète des informations subtiles.
Dans le cas de Jonathan, il était clair que son extraordinaire fréquence vibratoire n'avait pas seulement eu pour conséquence cette médiumnité malvenue, mais expliquait également tous les problèmes qu'il avait rencontrés dans sa scolarité et ses difficultés à interagir avec les autres. Il faut bien comprendre que chez les hauts potentiels vibratoires, qu'on appelle aussi les HPE, HPI, le flux d'informations, d'énergie est parfois si important qu'il ne peut évidemment pas être traité par le mental. Ça a souvent des conséquences comme les troubles d'attention avec ou sans hyperactivité, les TDAH. On connaît ces enfants incapables de se concentrer en classe et comment on peut le faire quand on est sollicité en même temps par des milliers d'autres informations conscientes et surtout inconscientes. Comme pour Jonathan, les années d'école sont alors souvent un calvaire pour eux et pour leurs parents, car le système scolaire n'est pas conçu pour ce type d'enfants qui sont de plus en plus nombreux et qui ont tous un accès naturel à l'excellence, mais pas forcément dans les matières scolaires. Par ailleurs, cette difficulté à s'intégrer au groupe, que ce soit à l'école, au travail, dans les activités, à l'occasion des fêtes, cette sensation d'être l'éternelle cinquième roue du carrosse, le cheveu sur la soupe, s'explique tout simplement par le fait que s'adapter à la norme signifie faire en permanence des sauts à l'élastique énergétique, puisqu'ils doivent sans cesse redescendre, s'ajuster à des fréquences plus basses, ce qui en fait les épuise, enfin pour certains d'entre eux. Maintenant, pourquoi ce refus et ce rejet de la médiumnité? Pourquoi ce besoin de s'en protéger au point de vouloir couper le canal? Pourquoi ce besoin de se mettre à l'écart des autres? Il ne vous aura pas échappé qu'en se consacrant corps et âme à la mécanique, un domaine bien ancré dans le concret, le matériel, le technique, l'explicable, Jonathan cherchait à se protéger de l'incursion de l'intangible et de l'inexplicable, de l'irrationnel. En s'enfermant dans son atelier de mécanicien, il tente d'échapper aux autres, d'échapper à sa médiumnité. Mais chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit. Il est hors de question, pour ma part, que je coupe une connexion, j'en ai pas le pouvoir, et surtout, j'en ai pas le droit. Je dois surtout aider Jonathan à comprendre d'où lui vient cette peur. Pendant toute la première partie de la séance, vous imaginez que j'ai bien eu le temps de me faire ma petite idée et que les infos venues d'ailleurs avaient eu le temps d'affluer. Comme d'habitude, je vais vérifier toutes mes infos au pendule, en tester d'autres pour obtenir très rapidement le plus de réponses possible. Là, c'est en général un moment de silence où le consultant se demande ce que je suis en train de trafiquer avec mon pendule, les réponses que j'ai obtenues ce jour-là et qui expliquent totalement pourquoi, même à l'adolescence, Jonathan n'avait jamais essayé de jouer de ses capacités divinatoires qui lui auraient permis d'attirer l'attention, de devenir intéressant aux yeux des autres. Au contraire, il n'avait de cesse de vouloir dissimuler ses dons. Il culpabilisait de cette faculté de s'immiscer dans la vie des gens. Comme j'imaginais, et comme c'est très souvent le cas pour les médiums qui résistent à leur médiumnité, la peur de Jonathan venait en particulier d'un traumatisme vécu dans une vie antérieure. Et malheureusement, comme c'est souvent le cas chez les médiums, il n'avait pas accès lui-même à ces informations qui le concernaient. Ce serait trop beau. Alors voilà ce qui arrive. On est en France, au XVIe siècle, en pleine turbulence religieuse entre catholiques et protestants. Jonathan et toute sa famille sont brûlés vifs dans leur maison, car on les accuse de sorcellerie et, bien évidemment, ils sont protestants. Il a entre 13 et 15 ans, et quand cela arrive, et il semble que ses dons soient responsables de cette tragédie. Depuis petit, il aurait pu prédire la mort des gens, mais aussi dévoiler des secrets, des trahisons, des infidélités, des larcins. En grandissant, il aurait sans doute profité de ce don pour se rendre intéressant, voire menacer quelqu'un de révéler un secret. Résultat, par sa faute, toute la famille avait été sacrifiée. On comprend mieux pourquoi Jonathan refusait catégoriquement sa médiumnité. Il portait la mémoire de sa culpabilité dans la mort de sa famille. Et vous remarquerez que dans cette vie, c'est aussi sa médiumnité qui avait provoqué l'éclatement de sa famille et sa chute libre à lui. Et si cette médiumnité était devenue si présente dans sa vie aujourd'hui, c'est que cette culpabilité avait tellement enflé qu'elle le harcelait, qu'il fallait l'en débarrasser. Alors, avant de lui révéler ce que j'avais pu découvrir, j'ai comme d'habitude expliqué que ces infos venues de plans subtils n'ont pas de valeur de vérité, que ce sont des hypothèses de travail qui nous permettront peut-être de vaincre des blocages. Sauf que, et ça sont les moments que j'adore dans mon métier, Jonathan va abonder dans mon sens en me confirmant que sa famille est
bien de confession protestante et que l'éclatement de sa famille avait été précipité par un incendie d'origine accidentelle dans leur appartement. Un incendie qui avait été vite maîtrisé, mais qui avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, ou plutôt la goutte d'huile sur le feu. Extraordinaire, non? Bon, il y a toujours quand même mon petit côté cartésien qui me dit que mon inconscient a peut-être transformé en vie antérieure la culpabilité que Jonathan avait ressentie au moment où, dans cette vie, il avait été le détonateur de l'explosion de sa famille. Mais ça, on n'en saura jamais rien. Je m'en remets à la fiabilité de mon pendule et aux instances supérieures qui en jugeront. Nous avons donc travaillé à déprogrammer cette culpabilité très ancienne, toutes les émotions qui avaient jalonné le parcours scolaire difficile de Jonathan. Accepter sa médiumnité, ne plus en avoir peur, allait sans doute permettre qu'elle se manifeste avec moins de force. Il allait pouvoir décider de ce qu'il acceptait de canaliser, de ce qu'il refuserait d'accueillir. C'est un apprentissage essentiel quand on est médium. Il faut prendre conscience que c'est nous qui choisissons ce que nous acceptons de canaliser, ou non d'ailleurs. Quelle force énergétique nous acceptons de laisser entrer dans notre vie. À ce jour, Jonathan est toujours mécanicien et aux dernières nouvelles, je sais qu'il n'est plus harcelé par sa médiumnité, qu'il y accorde beaucoup moins de place et peut-être qu'un jour, s'il le souhaite, il pourra la mettre au service des autres pour le plus grand bien de tous. Et voilà, ce 5e numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre touche à sa fin. Merci de m'avoir accompagné encore une fois aujourd'hui. Je sais que j'ai tendance à parler un peu comme une mitraillette parfois. C'est mon petit côté hyperactif que j'essaye de maîtriser. Mais là encore, chasser le naturel, il revient au galop et parfois au grand galop même. N'hésitez pas à aller regarder mes premières vidéos si vous ne les avez pas encore vues parce qu'elles posent les bases de mon travail en décodage vibratoire. Et ça peut vous aider à mieux comprendre les prochaines vidéos. Pensez aussi à laisser un pouce si ce numéro vous a intéressé et bien sûr à vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'ailleurs sur Terre. Et pour ceux qui veulent approfondir leur propre thématique, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous visio sur créneaulibre.fr. À bientôt, bye!